Par un été chaud et sec de 1892, un grand incendie a ravagé St. John's. Les 2 tiers de la ville ont été rasés par les flammes et 11 000 personnes ont perdu leur maison. 3 sont mortes. Le feu a pris naissance dans une petite grange à l'intersection des chemins Freshwater et Pennywell. Vers 17 heures de l'après-midi, le 8 juillet, un amoncellement de foin prit feu. La seule personne qui était à l'intérieur de la grange à ce moment-là était un domestique du nom de Patrick Fitzpatrick. Bien des gens croient qu'il aurait mis le feu accidentellement au bâtiment en échappant une allumette ou sa pipe. Fitzpatrick a nié cette allégation. Quelle que soit la cause, le feu s'est répandu rapidement. En raison de la canicule qui sévissait depuis des semaines, les maisons en bois qui bordent la rue se sont transformées en brasiers. Des vents forts faisaient courir les flammes de toit en toit. La météo n'était toutefois pas le seul problème en cause. Un grand réservoir d'eau placé à quelques mètres à peine de la grange se trouvait presque vide. En effet, les pompiers l'avaient vidé lors d'un exercice d'incendie récent et personne n'avait pensé à le remplir. La ville n'avait pas d'eau non plus. Plus tôt, le matin, le conseiller Thomas Mitchell avait ordonné de fermer l'approvisionnement en eau en prévision de l'installation de nouveaux conduits. Au cœur d'une canicule, St. John's était à sec et craignait les feux de forêt. Ces conduits de 20 000 de longueur ont été remplis 1 heure seulement après que l'incendie s'est déclaré. À ce moment-là, il était impossible de maîtriser les flammes. Le feu détruisait des rangées de maisons de bois et faisait rage à l'est comme au sud. En peu de temps, les flammes étaient aux portes du quartier le plus densément peuplé de St. John's. Lorsque j'ai vu que l'incendie s'était déclaré rue Water et qu'il crachait de grosses flammes faisant voler en tornades des particules d'un rouge vif, pendant que la masse enflammée avançait de toute sa force, j'ai su que la ville allait y passer. J'ai donc pensé à ma propre demeure de Devon Row, et pour la première fois, j'ai compris qu'elle n'allait pas échapper à la destruction. Pendant que le centre-ville flambait, des milliers de personnes affolées envahissaient les rues. Dans leur désespoir, certaines couraient vers le port pour s'abriter à bord d'un navire. D'autres cherchaient refuge en altitude. Les magasins étaient saccagés. Les familles cachaient leurs biens précieux dans la pierre et la brique des immeubles qu'ils croyaient à l'abri du feu. Toutefois, même ces bâtiments ne furent épargnés. Les cathédrales s'écroulaient, ainsi que les banques, les commerces et les immeubles du gouvernement. Les citoyens sont consternés. C'est avec terreur qu'ils ont vu les immeubles de pierre brûler autant que les fragiles structures de bois. Toutes les grandes rues qui menaient de l'eau au secteur le plus élevé de la ville étaient bondées de gens horrifiés. Les cris et les pleurs des femmes se mêlaient aux gémissements des enfants, intensifiés par le rugissement des flammes et l'éclat aveuglant des immeubles en feu. 3 femmes ont perdu la vie, coincées dans une maison de la rue Victoria. La plupart des gens ont pu se réfugier dans des endroits sûrs. Ils établirent leur camp au parc Bannerman et ailleurs où le feu ne pouvait les atteindre. La nuit venue, l'incendie continuait de faire rage pour persister jusqu'au lever du jour. Quand le soleil se leva le 9 juillet, la ville de St. John's était en ruine. Le lendemain matin, je me suis promené sur les lieux de la dévastation. Quelle désolation! Il n'y avait plus rien sur 1 mille, le long de Devon Row, à part des cheminées et des murs tombés ou chancelants. L'épaisse fumée qui s'échappait des ruines fumantes remplissait l'air. Quelle tristesse de voir des hommes, des femmes et des enfants, les yeux rougis et les visages noircis par la fumée, debout sur les restants de meubles et de vêtements. Certains s'étaient endormis par terre, épuisés par les événements. Dans une ville de plus de 30 000 habitants, 11 000 se sont trouvés sans maison. Le gouvernement devait agir rapidement. Des abris temporaires ont été établis sans tarder. Des tentes ont été érigées à Kidividi, de même que des cabanes en bois au parc Bannerman. Les gens trouvaient refuge dans des écoles et se ruaient vers les immeubles où des vivres et des vêtements étaient distribués tous les jours. Les nouvelles du sinistre se répandirent rapidement.
Le navire à vapeur Blake arriva d'Halifax chargé de nourriture, de tentes et d'autres provisions, suivi d'autres navires. Des dons en argent affluaient de l'Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne. Les fonds amassés s'élevèrent à plus de 350 000 $, dont une grande partie servit à payer le bois, la vitre, les clous et d'autres matériaux de construction destinés à la reconstruction de la ville de St. John's. 400 nouvelles demeures étaient en chantier au mois de septembre. 1 millier d'autres allaient suivre. La plupart étaient en bois, car à l'approche de l'hiver, le temps et l'argent manquaient pour construire des maisons en briques. Il en allait tout autrement pour le centre-ville. Seules les structures de pierre et de briques étaient permises le long des rues Water, Duckworth et George. L'aménagement de la ville de St. John's était en grande partie resté le même qu'avant l'incendie. Certaines rues furent élargies et redressées, mais on manquait d'argent pour reconstruire la ville en quadrilatère. Le secteur commercial était toujours centré autour du port, tandis que les secteurs résidentiels s'étendaient plus loin. Le gros de la reconstruction s'est fait en 2 ans, mais il a fallu beaucoup plus de temps pour achever d'autres structures. La cathédrale anglicaine a été terminée 10 ans plus tard. Ce bâtiment existe toujours, ainsi que bien d'autres construits après l'incendie, comme celui-ci de la rue Water et ses maisons en rangée. Cette intersection marque la limite ouest de l'incendie. Les immeubles à gauche n'ont pas brûlé. Leurs toits pointus sont typiques des constructions en pierre du 19e siècle. Les flammes ont atteint les immeubles à droite, qui ont dû être reconstruits. Les toits plats sont devenus populaires parce qu'ils étaient faciles et bon marché à construire. C'est la raison pour laquelle un bon nombre d'immeubles de la rue Water ont ce genre de toit. Ce n'est là qu'un des nombreux vestiges du grand feu de 1892 qui a rasé la ville il y a plus d'1 siècle.